Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, le magazine consacré à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football dans le championnat de première division de district. Morpa a été tenu en échec 0-0 par le leader Marly-le-Roi et se retrouve en difficulté au classement. Le résumé du match dans ce magazine. Tumbling, Axel Duriez, 13 ans, originaire des Clés-sous-Bois, est devenu champion du monde en Russie. Nous recevrons ce sportif hors du commun dans quelques instants avec son entraîneur René Ebami. Basket, l'entente Le Chesnay-Versailles est sorti vainqueur de son duel face au Maccabi de Sarcelles, une victoire qui permet au club d'espérer une montée en fin de saison. Reportage à suivre. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence tout de suite par du football et le championnat de première division de district. Morpa n'a pas réussi à remporter sa 3e victoire de la saison ce week-end. Les Morpasiens ont été tenus en échec par Marly-le-Roi sur leur terrain. Le résumé du match, un montage de Romain Ruspini. L'AS Morpa se rassure, en difficulté dans le championnat de première division de district depuis le début de la saison. Les Morpasiens ont réussi à tenir en échec à domicile le leader Marly-le-Roi dans un match fermé. Le score 0-0. Point négatif, on ne marque pas de but. Point positif, on n'en prend pas non plus. Après, dans le négatif, on n'arrive pas à vraiment enchaîner des combinaisons. On n'arrive pas à faire 5, 6, 7 passes d'affilée. Donc difficile de se créer des occasions, difficile de progresser vers l'avant. Malgré cette performance face au leader, les Morpasiens restent 9e du championnat à 6 longueurs du podium. Le club totalise seulement 2 victoires cette année et espère enfin lancer sa saison grâce à l'état d'esprit observé face à Marly-le-Roi. La deuxième partie de championnat sera totalement différente. On a eu quand même beaucoup de blessés. Donc oui, le groupe a une grosse marge de progression je trouve en tout cas. Pour l'instant, on ne va pas se fixer d'objectifs. Maintenant, le principal, c'est juste vraiment de remonter au classement. On est capable de le faire, on l'a prouvé aujourd'hui. Là, on a joué les premiers. Maintenant, il faut faire ça tous les week-ends et gagner, enchaîner des bons résultats pour pouvoir justement faire partie du haut de tableau et pourquoi pas espérer quelque chose à la fin. Morpa tentera de commencer une série dès ce dimanche 9 décembre. Les Verts recevront le Chesnay et tenteront d'accrocher cette fois-ci le 3e du championnat. Dans les autres rencontres de cette première division de district, le Chesnay n'a fait qu'une bouchée d'Ardricourt sur son terrain avec un score de tennis. Le résultat à 6-2. Guyancourt s'impose également sur son terrain contre le FC Mantois. Houille remporte son duel contre Montesson 2-0. Et enfin, à Carrière-Grésillon domine Sartrouville 1-0. Au niveau du classement, Guyancourt est en tête avec un petit point d'avance sur Marly-le-Roi. Le Chesnay est 3e du championnat de première division de district. On continue à parler à football, mais cette fois-ci dans le championnat de R3. Trappes n'a pu faire mieux que match nul 1 partout sur le terrain d'Aubergenville lors de la 9e journée. Au classement, les trappistes perdent la place de leader et se retrouvent 2e derrière Boulogne-Billancourt. Les Éminois tenteront de reprendre la première place dimanche prochain sur le terrain de Rueil-Malmaison. On ouvre maintenant une page tumbling de la gymnastique acrobatique. Le club des Clés-sous-Bois abrite un champion du monde. Axel Duriez, 13 ans, a décroché mi-novembre la médaille d'or dans la catégorie des 13-14 ans à Saint-Pétersbourg en Russie. Pour nous parler de cette performance, nous avons la chance de recevoir Axel Duriez sur ce plateau, ainsi que son entraîneur René Ebami. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage, Axel ? Pas encore, mais je commence à redescendre petit à petit, à commencer à y croire. Voilà. Vous réalisez ? Pas encore totalement, mais petit à petit, ça commence à se réaliser, se dire dans ma tête, t'es champion du monde. Voilà. Vous réalisez vous aussi pour Axel ? Seulement même maintenant, pour vous également qui êtes le coach. C'est vraiment récent. C'est vrai que ça fait 3 semaines. Et pendant 3 semaines, on est en effet sur un petit nuage. Et je pense qu'il y a qu'1 ou 2 jours que je réalise que vraiment c'est fait et que ce n'est pas un rêve et qu'on est vraiment champion du monde, quoi. Ça a été comment le retour au club ? Plus que génial, c'est-à-dire que on a eu tous les supporters, enfin les camarades d'entraînement d'Axel, les parents, le club Omnisport, tout le monde nous accueille les bras ouverts, fier de sa performance. Et donc c'était un accueil digne de l'accueil de champion. C'était vraiment. Il y a également eu cette cérémonie du coup au Clés-sous-Bois ce samedi. Vous avez été reçu par la maire de la commune, Véronique Côté-Millard. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette distinction, Axel ?
j'ai apprécié de la part de la mairesse de nous avoir fait cette cérémonie parce que je me dis qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir cette cérémonie pour le féliciter. Ça vous a touché ? Un peu. Il y avait votre famille également, vos proches Oui, il y avait mon père et ma mère. Après, il y avait mes copains du club qui sont venus. Ça pousse également peut-être les jeunes à se dépasser encore plus, ce type de cérémonie, à votre avis, René et Bami ? Absolument, je pense qu'il y a des plus jeunes que j'entraîne. Je pense qu'en voyant cette mise à l'honneur de la part de la mairie pour la médaille d'or d'Axel, je pense que certains de ses camarades d'entraînement se sont vus à travers lui et se dire « j'espère que demain ou après-demain, ce sera mon tour ». Ça va les booster. Je pense que vraiment, ça, justement, ils seront boostés par cet événement-là. Et est-ce que c'est également un moyen pour recruter de nouvelles pépites, ce type d'événement ? Bien sûr, parce que depuis notre retour, en effet, quand je vais faire des courses dans ma vie privée, on m'arrête. Ah, félicitations, et je me demande, mais comment êtes-vous au courant ? Donc, les journaux, du bouche à oreille. Et en effet, je pense que forcément, en plus, il y a une grande photo d'Axel avec sa médaille à l'entrée du gymnase. Toutes les écoles passent par là. Je pense que certains enfants se diront « Ah, le tumbling, pourquoi pas faire ? Il y a un très bon club là-bas, donc c'est possible. » Promotion pour le tumbling. Je pense. Alors, on va revenir sur cette compétition. Comment avez-vous fait pour la remporter, Axel ? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Oui, déjà, les entraînements, réussir plus rapidement ces séries, comme ça, pour le coach même, se dire, il maîtrise, du coup, on peut commencer à lui faire apprendre d'autres nouvelles figures. Et après, pendant la compète, pendant les qualifs, le but déjà, c'est de se qualifier et de finir dans un bon classement, du coup, dans 3 premiers, ou voilà. Comme ça, pour la finale, ça sera plus stratégique parce qu'on passe dans les derniers. Et après, on peut choisir soit de rabaisser notre série parce que les autres n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire ou sont tombés, ou de mettre... Il faut être concentré tout au long de la compétition. Voilà. Vous l'avez fait travailler combien de temps pour réussir à remporter cette médaille d'or ? Beaucoup, j'imagine. Même pour moi, c'est un travail qui démarre dès le moment où je l'ai eu, parce qu'en fait... Donc il a commencé il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Et je pense que en lui, déjà, j'ai vu un âme de gagnant. Parce que moi, avant qu'il commence la compétition internationale, il m'a juste posé une question, anodine, comme ça. Il m'a demandé, dis-moi René, c'est qui les personnes à battre à haut niveau en tumbling ? Et je lui dis, c'est les Russes. Et je lui dis, ne te faute pas trop, eux sont vraiment très très forts. Et lui, il m'a dit, dans son langage de jeune, mais plus tard, je mangerai du russe. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, et sur le podium, il y avait le Français, donc Axel, entouré par deux Russes de chaque côté. Donc quelque part, enfin, c'est comme il avait déjà prédit ce qui allait se passer un jour. Et donc voilà, donc ça fait 6 ans en fait, pour répondre à votre question, ça fait 6 ans que je travaille vraiment sur cette médaille que j'espérais qu'il était possible à avoir, et que avec le talent qu'il avait, je savais qu'il y avait quelque chose à faire avec lui, quoi. Combien d'heures par semaine de travail ? Il y a une moyenne de 12 heures d'entraînement hebdomadaire. Vous aviez terminé 3e au championnat du monde la dernière fois, cette fois-ci 1er. Est-ce que ça vous a servi pour cette édition d'avoir terminé 3e la fois précédente ? Oui, ça m'a beaucoup aidé, parce que ça me dit... dans ma tête, c'est passé, j'ai fini 3e, mon but, ce sera de finir devant 2e ou 1er. Ça m'a aidé pendant les entraînements à me dire, les Russes, ils m'ont battu. Pendant les entraînements, il faut que je fasse mieux, il faut que je me force à faire de très belles séries pour apprendre de nouvelles figures, et voilà. René, est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut encore progresser, Axel ? On peut toujours progresser. Sinon, je pense qu'il arrêterait le sport s'il ne pouvait pas progresser. Donc, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que là, il va l'année prochaine, il est qualifié automatiquement pour Tokyo, parce que quand on est médaillé, la fédération a mis en place un règlement qui donne une qualification automatique pour les championnats du monde d'après. Donc, il prépare Tokyo. Il est en 13-14 ans. Il a 13 ans. Il sera dans la même catégorie en 14 ans. Donc, on peut envisager aussi une belle performance. Mais après, une compétition, c'est une compétition. Il peut tomber ce jour-là, mais logiquement, il devrait faire mieux. Axel ? Enfin, faire mieux. Vos objectifs, du coup, votre coach vous dit que vous pouvez faire mieux ? Oui, on peut toujours faire mieux en travaillant dur, en faisant des chutes. On apprendra
à se dire il faut pas que je refasse ça pour tomber. Et, ça nous donne après d'autres objectifs pour la suite. Dernière question, est-ce que vous êtes fixé un objectif de médaille? Oui, de médaille d'or. De continuer les médailles d'or au monde, si possible de les enchaîner plusieurs fois et jusqu'à arriver au championnat du monde. Championnat du monde où il n'y a pas d'âge. Vous voulez gagner, quoi qu'il arrive. Voilà, ça. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Encore un grand bravo pour votre performance, Axel Duriez. On continuera à vous suivre avec attention dans ce 7-8 sport. Merci beaucoup. Merci. On continue par du basket. On jouait ce week-end dans le championnat de pré-national masculine. Le Chénet Versailles s'est imposé face au Maccabi de Sarcelles à domicile. Un résultat qui confirme la bonne dynamique du club cette saison dans ce championnat. Le résumé du match, un montage de Jules Greneville. Une troisième victoire consécutive pour l'entente Le Chénet Versailles dans le championnat de pré-national. Les Yvelinois se sont imposés à domicile contre le Maccabi de Sarcelles sur le score de 89-81. Un match dominé de bout en bout au score malgré quelques frayeurs en fin de match. Donc, en deuxième mi-temps, on est resté un petit peu sur nos tirs extérieurs. On n'a pas assez varié le jeu, ce qui a fait que sans adresse, Sarcelles a commencé à remonter. Voilà, on avait prévenu les joueurs que ça allait être un match plutôt compliqué. La victoire est au bout, c'est le principal. Le match était un peu compliqué et donc on a su être solide par moment. Et c'est des matchs qui ne sont pas faciles du tout. Je préfère avoir des matchs comme ça que des matchs faciles. Donc ça nous permet de travailler pour les prochains à venir. Au classement, il faudra compter sur l'ELCV 78. Le club est en tête avec Basket Paris 14 avec un bilan presque parfait de 6 victoires pour une seule défaite depuis le début du championnat. Un parcours qui permet à l'équipe d'espérer une fin de saison en apothéose avec une montée. On est une équipe ambitieuse, on a envie de retrouver en tout cas pour ce groupe de l'équipe 1 la Nationale 3 et le club a mis les moyens aussi pour qu'on puisse arriver à ce Graal comme on dit, on l'appelle comme ça entre nous. Après voilà, on n'a pas de pression, si c'est pas cette année, ça sera une autre année. Pour continuer sa série de victoires, l'entente Le Chénet Versailles recevra ce samedi 8 décembre Paris Basket Avenir, une rencontre qui comptera pour le début de la phase retour. L'équipe féminine du Chénet Versailles jouait également dans le championnat de National 3 ce week-end et les Yvelinois se sont imposés 81-62 à l'extérieur sur le terrain de Passé. Une victoire qui permet aux joueuses de conserver la première place du classement après 9 journées disputées. Prochain match dimanche prochain à domicile contre Gravenchonnet. Basket toujours, mais cette fois-ci dans le championnat de National 3 à masculin. Trappes s'est incliné de justesse à l'extérieur sur le terrain de l'Alerte SP de Fondette. Score final 75-73. Une défaite qui fait reculer les trappistes à la 3e place du classement, mais reste à 2 petits points du leader Poitiers. Trappes aura l'occasion de se rattraper dès ce dimanche soir à domicile contre Bressuire, le réveil. On prend le large maintenant dans cette émission. Direction la route du Rhum. Éric Bellion est toujours en course à bord de sa goélette comme un seul homme. Il est actuellement 10e et il vient de passer la barre des 3800 milles nautiques, 6800 km environ. Le skipper devrait arriver entre le 8 et le 9 décembre, mais pour lui, l'essentiel est de prendre son temps. Pour se retrouver personnellement, il a enregistré cette vidéo la semaine dernière. C'est le premier jour où je me sens bien dans mon rythme, bien dans le choix que j'ai fait de vivre cette aventure différemment, de vivre cette course avec un angle différent qui est l'angle de la décélération. Et vous pouvez pas savoir comme je me sens bien. Hier j'ai fait un grand point avec moi-même sur le fond du bateau, juste là, à l'avant. Et j'ai vu toutes les merveilles que j'avais devant les yeux. Un bateau magnifique, la lune, la mer, le vent qui me pousse, cet océan incroyable qui m'accueille. Eux aussi aiment prendre leur temps pour ajuster leur putt quand il le faut. Didier Philippe, chef de projet tourisme à la CCI Versailles-Yvelines, et le François Bellini, vice-président à la CCI, nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes venus pour nous parler de golf et plus particulièrement d'un pass golf qui a vu le jour. Pouvez-vous nous expliquer le concept de ce pass golf ? Oui, absolument. Donc le Golf Pass Yvelines, alors en fait c'est un projet qu'on a mené au niveau de la Chambre de commerce et qui rentre dans un cadre un petit peu plus large. L'idée étant de se dire de profiter de l'effet Ryder Cup pour pouvoir derrière développer le tourisme golfique et plus particulièrement les entreprises du territoire. Donc sur le projet golf, c'est un pass qui donne accès à 9 golfs du territoire
Et en achetant ce pass, donc vous pouvez jouer sur 3 ou 5 parcours pour des prix donc qui sont fixes et qui permettent une réservation en ligne. Donc tout est aujourd'hui en place et le Golf Pass est commercialisé. Alors pourquoi l'avoir lancé maintenant, ce Golf Pass ? On a voulu pour surfer sur la Ryder Cup peut-être ? Tout à fait, on a voulu définir des actions autour de la Ryder Cup. Donc c'est une mise en valeur du territoire. Donc une fois que la Ryder Cup est mise en place, on savait que les chambres de commerce devaient agir au niveau des entreprises, des hôtels et des restaurants du territoire, mais aller plus loin sur la filière golf. Donc on savait qu'il y avait beaucoup de golf sur le département, mais qui n'était pas mis en valeur. Donc le pass golf est un des moyens de simplifier l'accès au golf aux touristes qui viendraient sur le territoire. Vous l'avez imaginé il y a combien de temps à peu près ce pass golf ? Ça s'est fait concomitamment avec toutes les opérations qu'on a fait autour de la Ryder Cup. Donc c'était la suite logique. Donc d'une part, on aidait les hôtels et restaurateurs du territoire à profiter de plusieurs milliers de nuitées autour des touristes qui venaient pour la Ryder Cup, ce qui était quand même pas fait au départ. Donc on est intervenu sur cette partie-là, mais on est également intervenu sur la mise en valeur de la filière golf, mettre tous les intervenants autour du golf autour de la table, et le pass golf est la suite logique de cette mise en valeur du golf. Vous avez senti vraiment une effervescence autour de cette Ryder Cup, peut-être qu'on n'avait jamais vu en France? Absolument, et j'ai envie de dire promesse tenue. La Ryder Cup, en gros, ça a été 300 000 spectateurs qui sont venus. Ça a été à peu près 1,5 milliard de téléspectateurs, donc ce qui est énorme, ce qui est une audience énorme. Et sur place, effectivement, une ambiance jamais vue en France sur n'importe quel tournoi au niveau golfique. Mais ça, c'est la vraie spécificité de la Ryder Cup, en fait. Il fallait surfer dessus quoi qu'il arrivait. Il fallait surfer dessus. L'idée, en fait, vraiment de la Chambre, ça a été de rebondir sur les chiffres dont je vous ai parlé et de profiter de cette Ryder Cup qui a surexposé le golf français, qui n'est pas du tout aujourd'hui un marché connu, en fait, au niveau des golfeurs mondiaux. Il faut quand même savoir qu'il y a à peu près 8 millions de golfeurs qui voyagent chaque année pour jouer au golf, et que la France n'en accueille que 190 000. Donc cette Ryder Cup, justement, est un moyen exceptionnel, une opportunité exceptionnelle pour mettre en avant cette filière golf. Et tout le travail qu'on a mené et vraiment sur lequel la Chambre a capitalisé, ça a été de fédérer, de construire cette filière golf, de participer à la construction, en fait, de cette filière golf et à la mise en avant de cette filière golf. Donc là, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs, hôtels, golf, sites, patrimoine, musées, etc. C'est pour un public yvinois, ce pass, francilien ou étranger? Quand on regarde sur le site, il y a également une option anglais. C'est ouvert à tout le monde. Donc c'est ouvert au monde entier, si je comprends bien. C'est ouvert au monde entier. L'objectif étant justement de faire venir le maximum de touristes sur notre département. C'est de mettre en valeur ces golfs qui sont présents. Et on est le département où il y a le plus de golf en France. Donc on l'a découvert. On l'a découvert au moment de nos groupes de travail autour de la Ryder Cup, qui est quand même un point important. Et on a aussi travaillé sur la partie qualitative, c'est-à-dire qu'on a mis en place avec Didier une charte qualité au niveau des golfs qui soit complètement comparable à tout ce qui existe partout dans le monde. Donc on monte la qualité des golfs à un niveau international, ce qui permet d'ouvrir justement à tout le monde. Ça permettra de démocratiser le golf, à votre avis, une opération comme celle-là? Au niveau du Golf Pass? Au niveau du Golf Pass. Je pense que la vraie vocation, en fait, du Golf Pass, c'est de simplifier l'accès au golf. On est quand même plus dans un golf tourisme, un golf loisir, puisqu'on parle d'acheter 3 parcours, 5 parcours, donc on achète un package. L'idée à l'origine du Golf Pass, c'est justement de pouvoir permettre à des partenaires, des hôtels, etc., de pouvoir vendre, par exemple, des week-ends avec des commandes, en fait, donc des pré-réservations, enfin même des réservations de green fee au moment de l'achat, en fait, du package. On voit quand même qu'au niveau des tarifs, ça reste moins cher que le golf si on le prenait à la carte, on va dire. Absolument. Mais là, par contre, on remarque quand même que dans les chiffres, ils sont quand même assez élevés. Tout le monde ne peut pas se payer forcément ce pass golf. Alors, il faut savoir que... et c'est probablement un des freins au développement du golf en France, c'est que les green fees
en France. Donc les green fees, c'est le prix d'un parcours, 18 trous. Les green fees en France sont 30 à 50% moins chers que les green fees qu'on peut trouver à l'étranger, notamment dans des pays comme l'Espagne, par exemple. Voilà. Donc, pourquoi un des freins au développement ? Parce que les golfs aujourd'hui, quelque part, avec des prix relativement bas, mais j'ai envie de dire que c'est un marché qui va dans ce sens-là. Effectivement, on peuvent avoir un peu de mal à sortir leur épingle du jeu. Donc le golf aujourd'hui est réellement accessible. Toutes les études d'ailleurs le montrent. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties au moment de la Ryder Cup qui effectivement montrent que si on veut aller s'entraîner, faire un peu de putting, des approches, etc., faire un parcours, la fédération avec qui on a beaucoup travaillé sur le projet a développé des parcours, notamment des 9 trous, qui permettent de jouer plus rapidement et à des coûts moindres, puisqu'on peut avoir accès à partir de 15-20 euros, on peut arriver à faire un 9 trous. Voilà, donc tout ça, ça va dans le sens d'une démocratisation. Vous avez eu du mal à convaincre les golfs de participer à cette opération ou ça a été plutôt simple, finalement ? Non, ça n'a pas été très difficile. Je pense qu'ils se rendaient compte justement de l'intérêt d'un pass. Plus il y a de possibilités d'utiliser un pass et d'aller sur différents golfs, plus il y a un intérêt pour eux. Donc ils se sont bien rendus compte de l'intérêt du pass. Comment vous les avez sélectionnés justement, ces golfs ? Alors en fait, assez naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a même pas d'ailleurs fait de vraies sélections. La chambre de commerce, elle se doit d'être objective, impartiale. Donc on a deux types de golf, sans rentrer dans les détails dans les Yvelines, des golfs associatifs qui ne pouvaient pas rentrer pour des raisons juridiques dans le Golf Pass, et des golfs commerciaux qui, eux, pouvaient. Donc les critères, c'était des golfs commerciaux à vocation touristique, donc tous ne peuvent pas l'être. Vocation touristique, c'est pouvoir offrir des services, avoir des voiturettes, pouvoir louer des clubs, avoir un parcours qui est bien entretenu. Raison pour laquelle donc on a développé la charte qualité dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc naturellement, 9 golfs dans les Yvelines répondaient à ces différents critères. Et il y a également le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que c'est une locomotive, justement ? Absolument, absolument. Il faut savoir que le golf donc de Saint-Quentin appartient, le golf national appartient à la fédération. Et oui, locomotive, puisque Ryder Cup, vous le ressentez, le parcours de la Ryder Cup, énormément. Tout le monde a envie de faire l'Albatros. Voilà, et donc ce qu'on a aussi développé dans ce sens-là, avec l'achat du Golf Pass, sont des facilités pour aller jouer l'Albatros. Vous visez un nombre de réservations déjà ? Pour l'instant, c'est un petit peu prématuré. On a quelques idées en tête. Donc, on partirait sur quelques milliers sur l'année prochaine. Voilà. Bon, après, on n'est pas non plus dans des... mais oui, on a effectivement quelques bons espoirs. Et on peut envisager peut-être d'autres formules, peut-être on réfléchit effectivement à monter un golf 9 trous. Et puis, pourquoi pas, après, éventuellement, l'élargir sur d'autres départements. Éventuellement, peut-être un jour, voilà. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau pour nous parler de ce pass. On espère que les golfeurs seront de plus en plus nombreux, en tout cas dans les Yvelines. On passe maintenant à notre page agenda. Merci. On commence par de la gymnastique. Une réunion s'est tenue jeudi dernier au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour préparer les championnats de France national A par équipe. La compétition sera organisée les 24, 25 et 26 mai prochains dans la structure par le club de la GEM et l'Encourt-Morpas. C'est la première fois que la compétition revient en Île-de-France depuis 20 ans. Plus de 5000 personnes sont attendues pour ce rendez-vous. Boxe à présent, on connaît désormais la date du futur combat de Marvin Petit. Le boxeur élan-courtois ira défier le 16 février prochain le Belge Francesco Patera sur ses terres pour un titre de champion d'Europe des poids légers. Un combat qui s'annonce très serré. Le sportif belge n'a perdu que 3 fois en 23 combats. De son côté, Marvin Petit n'a goûté qu'une seule fois à la défaite. La préparation pour ce combat vient de commencer à Élancourt. En football, un match à ne pas manquer si vous êtes un amateur de la Coupe de France. Le dernier représentant yvelinois, Versailles, qui évolue en National 3, reçoit ce samedi le mythique RC Lens dans son stade Montboron au 8e tour de la compétition. Une équipe où a évolué pendant 6 saisons l'actuel gardien de Versailles, Charlie Tange. Aujourd'hui âgé de 36 ans, la rencontre est programmée donc ce samedi 8 décembre à 13h30 au stade Montboron.
On referme ce magazine par 2 rendez-vous rugby. Dans le championnat honneur, on aura le droit à un derby yvelinois entre Chevreuse et le Sky Rugby. Les Chevretins partiront favoris de la rencontre. Ils sont à l'heure actuelle 2e du championnat avec seulement 2 défaites depuis le début de la saison. De son côté, le Sky est 7e avec déjà 4 défaites au compteur. Si vous voulez voir ce match, la rencontre est programmée ce dimanche à 15h au stade municipal de Chevreuse. Direction maintenant la Fédérale 2. Plaisir s'en ira défier ce dimanche Le Havre pour le compte de la 11e journée. Les Plaisirois sont en pleine forme après leur victoire 48-0 contre Arras. Ils seront favoris ce dimanche face à des Normands qui sont actuellement avant-derniers du classement. Si vous voulez les soutenir en Normandie, la rencontre est programmée à 15h au stade Jules Deschazaux au Havre. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.